du virus corona et la manière de laquelle on peut en effet essayer de diminuer donc, les risques de transmission. We hebben in het tweede deel zeg maar wat gehoord over architectuur van ventilatiegroepen. Ook specifiek wat meer over luchtzuivering, luchtfiltering. En vandaag willen we hier dan toch weer een beetje verder op ingaan. On veut quand même essayer de rentrer un peu plus dans la matière. Parce qu'on a déjà entendu parler beaucoup de la distribution d'air dans les pièces, luchtverdeling doorheen de ruimte. Et c'est pour ça que nous avons demandé à un spécialiste, Michel Poncel, de la société Trox, donc, qui est membre à TIC d'ailleurs, donc, qui de nous éclaircir un peu ou de nous illustrer un peu sa manière ou leur vision sur tout ce qui est diffusion d'air. Je vois que Michel est là, donc je l'invite à enclencher son caméra, à allumer son micro. Et alors, je lui donne la parole. Als u vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd in de chatbox rechtsonder. En zo niet, hebben we op het einde van de presentatie van Michel toch een beetje tijd ingeruimd om direct vragen te stellen aan Michel zelf. Tous les orateurs aujourd'hui sont d'origine francophone, donc voilà, ils vont faire leur présentation en majorité en français, ça c'est clair, mais les slides sont dans une autre langue. Donc voilà, à vous Michel de prendre la parole et de prendre l'écran. Dank u Joris, merci. Voilà, je vais effectivement faire la présentation en langue française. Les slides, c'est un mixte entre l'anglais et le néerlandais. Donc voilà, moi ça fait une dizaine d'années que je travaille pour la société Trox, fabricant de toute une série de composants de ventilation. Et effectivement, avec l'apparition du corona en début 2020, on a dû commencer un petit peu à repenser la ventilation et la distribution de l'air, parfois tout à fait de la même manière et en défendant notre point de vue, parfois d'une façon tout à fait différente. Je vais donc vous partager la présentation normalement de cette façon-ci. Je pense que... Voilà. Est-ce que tout le monde voit la première page en orange? Non. Ah. Ici peut-être? Voilà. Non, pas encore. Ah, mais voilà, voilà. Ah, voilà. Parfait. Voilà. Maintenant, c'est plus clair pour tout le monde. Voilà. Je vais d'abord reprendre en fait quelques petits principes sur les particules et les choses comme ça. C'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues dans d'autres présentations, mais pour vous, c'est peut-être une façon, je vais peut-être le dire d'une façon différente. Je crois que ça ne peut apporter que des choses. Et puis, je vais parler de deux cas, enfin deux solutions ou deux situations qui sont en fait les plus favorables pour limiter la charge virale dans l'atmosphère, dans les locaux. Voilà. Donc, la diffusion de l'air, voilà, d'abord, je ne vais pas parler de normes, mais voilà, il y a une norme qui existe, la 16798, qui parle un petit peu de toutes les exigences relatives aux performances et aux qualités des systèmes de ventilation, de climatisation, que ce soit en qualité de l'air, en température de l'air, humidité, diffusion de l'air, etc. Et vous aurez tout de suite compris que voilà, dans des habitations type que des appartements, des restaurants, des hôtels, des choses comme ça, quand on a une simple cassette, un simple split, on se dit, ah bah tiens, on reçoit de l'air frais. Il faut bien se rendre compte que cet air, évidemment, ce n'est qu'une recirculation de l'air, même si elle est rafraîchie et légèrement filtrée. En plus avec des filtres qui sont généralement c'est pas que c'est de mauvaise qualité, mais c'est un niveau de filtration le plus bas possible, puisque les ventilateurs qui se trouvent dans ces cassettes sont relativement de petite taille et de faible puissance. Donc on aura bien compris qu'avec ce genre de système-là, s'il y a une charge virale, donc un virus dans le local, le virus ne va faire que se propager à travers le local
il ne va absolument ni s'éliminer, ni se diluer d'une façon ou d'une autre. La solution, je vais y venir un petit peu plus loin et on en parle beaucoup maintenant, notamment dans les écoles. Oui, c'est d'ouvrir les fenêtres, mais c'est bien sûr au niveau technique et technologique pas une solution pour le futur. Et alors, à l'autre extrémité, vous avez les systèmes de ventilation donc complets qui sont toujours régis par cette même norme. Mais ici, voilà, vous avez un système qui est complet. J'espère que la taille du slide est suffisante. Donc, qui montre une centrale de traitement d'air dans laquelle il y a de l'air neuf, donc de l'air hygiénique qui est soufflé à l'intérieur des bâtiments. Cet air est filtré, cet air est réchauffé et rafraîchi. Et à côté de ça, vous avez une extraction forcée de l'air qui va repasser au travers de la centrale. Donc, tout ça, ce sont des choses très claires, très simples. Une première question qu'on me pose parfois, qui n'a pas à voir ici avec la distribution de l'air, mais avec ce qui se passe dans la centrale, tiens, pourquoi ne mettons pas simplement des filtres absolus dans les centrales et comme ça, on coupe le virus? C'est évidemment, et je crois que ça a été expliqué d'autre part, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'un bâtiment tertiaire n'est ni une salle d'opération, ni une salle propre dans une industrie pharmaceutique. Il n'est pas question de commencer à mettre des groupes de ventilation type salle blanche dans tous les bâtiments. Ça doublerait à peu près, si pas plus, les consommations énergétiques des groupes de ventilation, ce qui implique des consommations électriques bien plus grandes. Finalement, la création de particules fines pour la consommation des combustibles, finalement, on remplacerait le corona par d'autres particules tout aussi nocives. Donc voilà, il faut trouver des solutions intermédiaires et se limiter à une filtration tout à fait standard au niveau de la centrale. Et on va surtout jouer, bien sûr, sur l'effet de dilution et de répartition de l'air dans tout le volume. Et c'est effectivement le fait d'amener énormément d'air neuf qui va faire qu'on va diluer au maximum on va diluer le virus finalement dans l'air pour avoir le risque le plus faible possible. Voilà, donc 2-3 petits slides pour rappeler juste voilà ce que c'est le corona, mais il a été déjà expliqué plein de fois, mais bon voilà, ça fait partie des slides que j'ai ici à ma disposition. Donc le Covid est une particule très 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 fine, on parle de l'ordre de 0,05 à 0,15 microns, donc on est bien en deçà de ce qu'un filtre standard permet de capter dans un groupe de ventilation. Mais comme évidemment ce virus va toujours se figer sur ce qu'on appelle des gouttelettes, la plupart déjà des systèmes standards vont stopper d'une façon relativement efficace la propagation du virus. Donc voilà, et le virus, comment il va être propagé si quelqu'un est contaminé? Ben simplement, ici on voit le pire des cas, hein, mais simplement quelqu'un qui parle d'une façon tout à fait normale va pouvoir dégager une quantité de microparticules qui n'est pas négligeable. Voilà ce que ça donne en fait au niveau de 2 personnes qui sont en train de parler. Donc, vous savez qu'il y a une série de micro-gouttelettes qui sont suffisamment lourdes pour tomber très vite vers le sol. Par contre, la majorité des micro-gouttelettes qui sont émises à voie normale, eh bien, sont des micro-gouttelettes qui vont se propager dans l'air. Et au plus il y a de mouvement dans l'air, au plus vite ces particules vont se propager d'une personne à l'autre. Donc ça, c'est pour la suite de l'exposé, d'où l'importance d'avoir une bonne ventilation et un système efficace de diffusion de l'air dans le local. Sans mouvement d'air, en réalité, ce n'est pas le pire des cas, parce que sans mouvement d'air, ben, finalement, la charge virale va rester plus ou moins autour de la personne qui se trouve ici. Mais cette situation-là n'existe pas, puisqu'il faut, d'une façon ou d'une autre, amener de l'air frais dans le local. Voilà, dernière petite considération qui a été faite par une université à Berlin, ce qui montre un petit peu, en fait, suivant le type de langage qu'on a dans un local, donc simplement la respiration par le nez, respiration par la bouche, parler ou éternuer, voire crier, vous voyez que je vais juste m'arrêter ici, la valeur moyenne, enfin la quantité moyenne de particules qui sont émises par un individu
monte de façon très intensive, évidemment, jusqu'à l'éternuement, avec des valeurs maximum qui sont quand même relativement importantes. Et vous voyez que quand on respire par la bouche, c'est parfois étonnant, mais en respirant par la bouche, finalement, on émet plus de particules que simplement de parler à voix normale. Et l'autre point de vue qui était, enfin, étude et mesure qui a été faite par cette université à Berlin, c'est de comparer quand même aussi la différence de taille des particules. Donc, il faut savoir que la majorité des particules dans la zone bleue, donc les particules au-dessus du micron, vont relativement bien, légèrement tomber vers le sol. Celles-là, les plus petites, donc les bleus, bleu clair et orange, 0,3 jusqu'à 1 micron, ce sont des particules qui vont continuellement flotter dans l'air et qui vont simplement suivre les mouvements d'air. Donc, à nous d'imaginer une façon la plus efficace de distribuer l'air dans le local, parce que ces particules, elles sont là, elles vont continuer à voler jusqu'à ce qu'elles soient extraites du local ou diluées d'une façon suffisamment importante. Voilà. Ça, à mon avis, pas mal de gens qui ont déjà fait de la conception savent très bien que quand on sélectionne au niveau confort thermique la diffusion d'air dans un local, le référent est toujours cette valeur de 0,2 mètres par seconde de ce qu'on appelle la vitesse résiduelle, donc la vitesse à laquelle l'individu ne va pas sentir les mouvements d'air. Eh bien, on voit que même en calculant les locaux dans un confort thermique optimal, eh bien, 0,2 mètres par seconde, les particules vraiment les plus légères n'ont absolument aucune peine à se propager d'une façon tout à fait normale. Les particules les plus lourdes vont descendre entre 2 et 4 mètres. Par contre, quand on a des mouvements d'air beaucoup plus lents, là, les particules les plus lourdes descendent après 1 à 2 mètres. Entre parenthèses, ça c'était aussi un petit peu une des hypothèses, mais qui varie d'un pays à l'autre, de cette fameuse distanciation sociale qui est en Belgique de 1,50 m, mais qui parfois n'est que 1 mètre ou parfois est 2 mètres. Mais là, on parle bien sûr de déplacements d'air quasi inexistants, par exemple dans un local qui n'est pas ventilé, où les fenêtres sont fermées. Dès que le local est un local ventilé, il est clair qu'on va toujours arriver à peu près entre 0,10 et 0,2 mètres par seconde pour une raison de brassage de l'air et pour une raison aussi de contrôle de la qualité, température et humidité. Donc voilà, simplement, c'est pour vous préciser que la vitesse de l'air a évidemment une influence sur la propagation, mais dans la plupart des bâtiments ventilés, on va toujours se retrouver dans la configuration de droite. Voilà, premier point de vue, enfin première situation, c'est simplement donc si on a un bâtiment non ventilé, c'est ce qu'on entend beaucoup maintenant dans les écoles, ou dans les classes, vous avez quand même 20 à 30 élèves qui sont en même temps dans la même classe, où il n'y a pas toujours de système de ventilation dans les plus anciennes écoles. Et donc, ce qui est recommandé officiellement par le gouvernement, c'est d'ouvrir régulièrement les fenêtres, ou au moins certainement de les ouvrir dès qu'un certain taux de CO2 est atteint. Alors, ce taux CO2 n'a absolument rien à voir avec la charge virale, mais c'est simplement le fait de savoir qu'à un moment donné, il y a trop de personnes en même temps dans le local et que de l'air frais doit absolument être amené. Et indirectement, ça dilue la charge virale. Donc, on va ouvrir la fenêtre. Et en fait, voilà ce qui va se passer dans un local lorsqu'on ouvre simplement une fenêtre. Eh bien, voilà, donc on imagine une classe avec un élève qui parle. Déjà, après un certain temps, vous voyez que la charge virale va rester au-dessus de lui. Et lorsqu'on ouvre les fenêtres, cette charge virale va en fait être attirée évidemment vers l'extérieur. Mais vous voyez que finalement, ça ne fait pas si bien que ça, parce que finalement, voilà, la charge virale se déplace lentement vers les fenêtres, mais s'étend finalement dans quasi toute la classe. C'est une situation qui malheureusement existe et on ne sait rien y faire contre. Quand vous ouvrez la fenêtre et que vous avez des grandes différences de température, ce phénomène n'est pas aussi important. Parce que le fait d'avoir cette différence de température, ou bien vous sortez beaucoup plus vite l'air, ou bien il y a beaucoup d'air frais qui rentre dans le local et qui va diluer la charge virale. Mais lorsqu'on a des températures
à peu près identiques, extérieur et intérieur, voilà ce qui se passe. Vous avez un nuage de micro-gouttelettes qui vont se propager au-dessus de l'élève qui parle. Donc, cette solution, c'est malheureusement une solution très courante, mais qui n'est pas idéale, mais bien sûr, année après année, avec des projets de rénovation d'écoles ou de nouvelles écoles, maintenant, les normes ont complètement changé. Donc, ce qui va aider évidemment à réduire cette charge virale, c'est d'avoir une ventilation mécanique forcée. Et lorsque ce système de ventilation est fait dans des bonnes conditions, la charge virale va réellement être réduite et on va risquer de façon relativement importante le risque de propagation du virus. Voilà, donc vous voyez à droite une photo d'un local qui n'est pas ventilé avec une personne qui parle, avec les fameuses micro-gouttelettes les plus lourdes qui tombent et les plus légères qui vont flotter dans le local. Une fois qu'on a une ventilation forcée avec de l'air frais qui rentre et l'air vicié qui sort, bien sûr, les charges les plus lourdes, on l'a montré juste avant, ont tendance quand même à s'arrêter à 1 ou 2 mètres, mais les charges les plus légères vont être rapidement diluées dans l'air et vont s'évacuer assez rapidement. Et bien sûr, maintenant, la question, c'est, comment va-t-on diffuser l'air dans le local, en haut, en bas, à gauche, à droite, de façon homogène? Ça, je pense que c'est un petit peu la question du sujet qui nous préoccupe. Voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est un petit aparté. Cette première photo, bon, voilà, c'est parce qu'elle est dans la présentation. Vous avez sûrement déjà été confronté à des questions. Ah, mais tiens, ça, ici, vous avez la photo d'une poutre, enfin, le dessin d'une poutre dynamique. Ça pourrait être le même principe pour une cassette. Tiens, qu'est-ce qu'on fait avec les cassettes dans le plafond? Ça n'a pas l'air très hygiénique, tout ça. Et effectivement, donc une vraie cassette ne fait que recirculer l'air dans le local et souvent le rafraîchit ou le réchauffe, avec parfois un étage de filtration et un système de batterie chaude ou froide. Vous aurez compris que ce n'est que de la recirculation de l'air. Et effectivement, en période de grosse pandémie, il est même demandé d'arrêter ces systèmes-là. C'est pareil, en fait, ça a été longtemps le débat et c'est pareil pour les poutres dites dynamiques. Donc, beaucoup de bâtiments sont équipés de ce système de ventilation d'air. Alors, la poutre dynamique par rapport à la cassette a quand même un gros avantage, c'est qu'il y a bien sûr une quantité d'air frais, d'air hygiénique qui rentre dans le local. Et il faut savoir, parce que parfois des gens ignorent cela, l'air neuf qui arrive de la gaine de ventilation, qui a été bien sûr filtré dans le groupe, ne passe absolument pas par la batterie, comme c'est le cas d'une cassette, mais est directement par des petits systèmes d'injecteurs et directement soufflé à l'horizontale vers le plafond. Donc, c'est bien de l'air neuf à 100% qui passe directement dans le local. Donc, j'insiste parce que ça a une importance pour la dilution de l'air. Et par contre, le rafraîchissement ou le réchauffement de l'air, via une batterie cette fois-ci, ne se fait que par la recirculation de l'air dans le local. Donc, le petit avantage d'avoir une poutre dynamique par rapport à une cassette est qu'il y a une quantité d'air frais non négligeable qui est en plus amenée dans le local. Et donc, ce système-là permet déjà d'avoir une dilution, pas toujours suffisante, mais une dilution, pardon, de la quantité d'air. Maintenant, je sais qu'en temps de pandémie, il y a des cahiers des charges qui ont été émis dans des bâtiments pour dire les systèmes de poutres dynamiques, vous les mettez à l'arrêt lorsqu'on est à 100% R9, parce que c'est quand même source de stagnation, de charge virale ou éventuellement de bactéries. Mais les bactéries, c'est autre chose et on n'en parle pas ici, parce que les bactéries sont de taille beaucoup plus grande que le virus. Mais voilà, il y a eu pendant tout un temps et encore maintenant, on demande dans beaucoup de bâtiments de stopper ces systèmes-là. Mais de ce fait, évidemment, ça ne réchauffe et ça ne rafraîchit pas l'air, alors que c'est le but de ce système. Maintenant, ce que j'ai déjà lu récemment dans la littérature, c'est qu'on remet ces systèmes en route, mais on demande de façon régulière de passer pendant plusieurs minutes de l'eau chaude à 50-60 degrés pour éventuellement, on fait ça parfois la nuit ou le week-end, c'est qui est un peu fou d'un point de vue énergétique, mais ça permet éventuellement de tuer les charges virales qui resteraient éventuellement coincées dans des micro-gouttelettes à ce niveau-là. Mais c'est une des solutions. Donc, poutre dynamique,
on peut les réactiver d'une façon raisonnée en sachant que l'air neuf qui arrive ne va absolument pas souffler les éventuelles particules qui se sont logées dans la batterie dans le local, que du contraire, elle souffle l'air neuf directement dans le local et les parties viciées vont venir se bloquer par la suite dans la batterie. Voilà, mais ce que je voudrais surtout vous parler, c'est soit d'une situation où on va faire un mélange de l'air dans le local ou un déplacement de l'air. Alors, pour le point de vue de Trox, c'est que la façon la meilleure de distribuer l'air, voilà, d'abord, ça c'était intéressant, vous voyez ici une simulation qui a été faite dans notre laboratoire, d'un local qui n'est pas du tout ventilé. Donc, la personne n'est pas du tout en train de fumer. Hein. La personne est en train de parler. C'est un test fumé. Et vous voyez que finalement, sa charge virale reste autour d'elle. Et à la limite, s'il y avait un courant d'air dans le local, le pire des cas, c'est que cette fumée va éventuellement jusqu'à sa voisine en face. Donc, c'est une situation qui n'est pas bonne du tout. Il faut là certainement garder une distance entre deux personnes. Voilà, ça c'est vrai pour vous montrer sans ventilation ce que ça donne. Et donc, pour nous, la meilleure situation, c'est d'avoir un système à jet hélicoïdal avec une répartition optimale de la diffusion par le plafond. Et ça, bien sûr, on est tout à fait capable, suivant les conditions du local, de débit d'air à amener, etc., à vous aider dans les sélections. Mais l'avantage de ce type de diffusion, c'est que vous mélangez très rapidement l'air. La vitesse de l'air qui sort des ailettes est relativement élevée, mais grâce à cet effet hélicoïdal, les vitesses ralentissent très, très vite et le mélange entre l'air neuf et l'air du local est quasi immédiat. Vous avez ce qu'on appelle une très bonne induction. Ça a parfois des désavantages, mais on estime que dans le cas de la propagation du virus, ça a un gros avantage, c'est que ça dilue très, très vite l'air. Comme j'ai dit au début qu'il n'est pas question de commencer à mettre des filtres absolus dans les groupes de ventilation, cette dilution quasi instantanée air neuf, air local est pour nous la meilleure des situations. Et donc voilà, les avantages, vous avez une baisse rapide une baisse rapide de la vitesse et donc une bonne homogénéité température et débit. Et vous pouvez travailler en plus avec des taux d'échange d'air très élevés. On s'est monté facilement à 15-20 renouvellements par heure, ce qui n'est pas nécessaire dans un local normal, hein, mais ce qui sera plutôt nécessaire dans des salles propres. Mais ça permet quand même de faire un taux de renouvellement horaire très important. Donc voilà, une très bonne solution, jet hélicoïdal, à répartir de façon homogène dans le local. Si bien sûr il y a des contraintes dans le local, on va d'abord privilégier de faire la pulsion plutôt côté des fenêtres du local et la reprise côté des portes du local pour avoir un brassage d'air dans un sens. Et parfois, le gainage ne permet pas de faire un mixte entre pulsion et reprise. Mais non, l'idéal, c'est de faire chaque fois pulsion, reprise. Et quand vous travaillez à des niveaux de débit équivalents pulsion et reprise, le mélange se fait de façon idéale. Et la charge virale diminue rapidement. Donc maintenant, de nouveau, je vais vous montrer la même simulation, mais avec une ventilation par jet hélicoïdal. Donc, ce sont les jets que vous avez là au-dessus. Et vous voyez que la personne qui parle, assez extraordinairement, les fumées montent directement vers le plafond. D'abord parce qu'il y a une très bonne induction, donc l'air a tendance à être aspiré vers le plafond. Et du fait que la température du corps humain est de 36-37 degrés, cet air a automatiquement envie de se déplacer d'abord verticalement avant de se déplacer horizontalement. Et donc, on voit que l'air remonte très vite vers le haut et est dilué très rapidement dans tout le local, sans atteindre d'une façon trop importante l'individu qui est en face. L'autre moyen que nous trouvons pertinent et parce qu'il est souvent demandé soit par le client final, soit par des architectes, soit même par le bureau d'études, ce sont les systèmes par déplacement d'air. Alors, gros avantage des déplacements d'air, c'est que vous avez en fait de l'air qui est soufflé à très basse vitesse. Pour vous donner une comparaison, l'air qui est soufflé au travers des bouches à jet hélicoïdal, on parle d'une vitesse entre 2 et 5 mètres par seconde.
dans un déplacement d'air, on parle d'une vitesse maximum de 0,2 mètres par seconde. Donc, c'est 10 fois plus lent. Ce sont des diffuseurs qui généralement se mettent au niveau du sol ou d'une façon verticale le long des murs. Et pour les architectes, c'est important. Vous savez les intégrer facilement, plus ou moins facilement dans les parois, dans des cloisons ou dans des décorations intérieures, je vais les appeler comme ça. Alors qu'évidemment, la situation technique et classique du jet hélicoïdal fait qu'on a toujours, bien sûr, ces bouches apparentes dans les locaux. C'est un choix. Par contre, des avantages du déplacement d'air, c'est que le débit d'air, c'est pas que vous avez droit seulement à un faible, enfin, vous avez, le débit d'air est limité. Il n'est pas limité dans l'absolu. Il suffit de mettre beaucoup plus de grilles et vous allez déplacer autant d'air de cette façon-là que par un jet hélicoïdal. Mais évidemment, l'investissement et le coût en diffuseur et donc en surface sur les murs pour diffuser la totalité de l'air est beaucoup plus grande. Pour vous donner une idée, prenons un exemple de 1000 mètres cubes. 1000 mètres cubes, ça peut se répartir facilement sur 3 bouches à jet hélicoïdal. Par contre, 1000 mètres cubes, vous allez avoir besoin d'un panneau d'1 mètre sur 2 à peu près, ce qui est une grande surface sur un mur. Et vous ne pouvez pas chauffer, on ne sait pas faire de chauffage ou en tout cas d'élévation de la température par ces systèmes-là. Pourquoi? Parce que l'air chaud, si vous la soufflez à basse vitesse, l'air chaud va directement monter vers le plafond. Donc, ça n'a pas de sens. Ces systèmes-là ne servent qu'à rafraîchir les locaux. Alors, revidéo avec la même situation. Et cette fois-ci, vous voyez derrière la dame qui fume, vous voyez une demi-colonne. C'est par là, en fait, que se fait le déplacement d'air. Donc, c'est une tôle perforée avec des petites buses. Et en fait, l'air est soufflé à peu près jusqu'à 1 mètre du sol, arrive en dessous du bureau et du fait de la température corporelle de l'individu, eh bien, les fumées directement ont tendance à aller vers le haut. Et j'ai même envie de dire, quand vous voyez maintenant ça en vitesse accélérée, l'effet est même encore meilleur qu'un jet hélicoïdal parce qu'on a vraiment directement l'effet de reprise verticale. Surtout qu'il faut bien se dire que l'extraction dans le local se fait ici en vrac autour du faux plafond. Donc voilà également donc une façon très positive et très cohérente de diluer au maximum la charge virale. Il y a bien sûr un tas d'autres systèmes de fonctionnement, mais pour nous, ces deux-là semblent les plus avantageuses. Alors, quand on parle donc de ventilation mixée, donc on parle d'un mélange forcé très rapide. Ici, la situation montre une bouche de ventilation classique, mais disons que nous, bien sûr, on préfère de loin vous parler d'un jet hélicoïdal. Comme vous avez une très bonne induction, eh bien, l'air vicié a très vite tendance à monter vers le plafond parce qu'il y a un effet de reprise d'air et à se mélanger de façon harmonieuse au plafond avant de redescendre. Je dirais donc voilà les points positifs. L'induction est très bonne et l'air vicié a tendance à monter très vite vers le plafond. Ça semble, enfin c'est fort avantageux lorsqu'il y a besoin d'avoir des faibles distances entre des personnes. Je pense à des bureaux open space, un restaurant, des choses comme ça. Le déplacement d'air est relativement indépendant de la température qu'on a besoin parce que vous avez ce mélange qui se fait tout de suite au plafond. Et la structure du local, donc quand on parle de structure de local, c'est bien sûr surtout mural. Hein. Donc au plafond, à part des éclairages, vous n'avez pas beaucoup d'obstacles. Au niveau mural, c'est plus compliqué à mettre. Donc là, généralement, on peut les disposer d'une façon homogène. Par contre, ce qui, je ne trouve pas ça spécialement négatif, mais soit évidemment la charge virale, si elle existe, j'insiste, elle va être équivalente évidemment dans tous les points du local parce qu'on a une très bonne dilution. Les systèmes par déplacement d'air, l'avantage, c'est que vous savez faire des déplacements sur des très longues distances. En fait, lorsqu'on souffle d'une façon ne fût-ce qu'à 1 ou 2 degrés en dessous de la température du local, vous savez, le déplacement d'air se fait sur une très, très longue distance. En fait, l'air ne va remonter que s'il rencontre une source de chaleur. Ça peut être
donc un individu dans le local ou un écran d'ordinateur, par exemple, ou vraiment un obstacle, style une colonne ou un mur. Mais c'est quand même une solution qui est plus avantageuse s'il y a quand même une certaine distance entre les individus, parce que lorsque vous restez proches l'un de l'autre, le mélange, évidemment, de l'air n'est pas harmonieux entre deux individus. Et bien sûr, le gros désavantage, c'est que ça dépend très fort de la température du local. Au plus la différence va être grande, au meilleur va être l'effet. Si par contre, on est pratiquement en isotherme, l'air va avoir tendance à remonter plus vite vers le plafond et donc à mal se mélanger, à mal diluer la charge virale. Voilà, donc vous avez notre point de vue sur les systèmes de diffusion idéal, hélicoïdal ou déplacement d'air. Et alors, en fonction de la configuration du local, ça on étudie les meilleures positions des diffuseurs au cas par cas. Pour terminer, j'ai 2-3 petits slides supplémentaires qui concernent en fait plutôt la distribution et la filtration de l'air. Ça, c'est assez étonnant parce que c'est une vidéo que j'avais vue très vite dans les journaux télévisés au moment de la pandémie, il y a plus d'1 an. Donc voilà, on voit de nouveau le système d'une cassette ou d'un split dans ce cas-ci. Voilà, c'est une salle de réunion ou un restaurant, peu importe. On voit que si on fait que de la recirculation de l'air, si monsieur ou madame ici devant a malheureusement le coronavirus, il risque évidemment très fort de contaminer les autres, alors que s'il y avait un système de ventilation forcée, pulsion air neuf et extraction, ce ne serait évidemment pas le cas. Et les niveaux de filtration sont tellement faibles dans ces systèmes de split que ça n'arrange pas du tout les choses. Le corona, par rapport aux tailles des particules fines qu'on émet dans l'air, vous voyez qu'il se trouve vraiment tout en bas de l'échelle. C'est normal, on parle de 0,05 à 0,1 micron pour la plupart des coronas. Donc, on est bien en deçà de ce qu'un filtre est capable de capter. Il faut savoir que les filtres qu'on met dans les centrales vont à peu près arrêter jusqu'à 0,3 microns. Donc, on est à peu près à ce niveau-ci. Donc, ce qui veut dire que le corona tout seul, il passe sans aucun problème à travers le filtre. Donc, soit il est capturé par les micro-gouttelettes, soit on le dilue suffisamment par une bonne ventilation et une bonne disposition des diffuseurs d'air. Et vous voyez qu'à gauche, on voit que en plus la Belgique est finalement classée dans les relativement mauvais élèves au niveau qualité de l'air. Et un dernier petit document qui peut intéresser les bureaux d'études ou les installateurs ou même les fabricants de centrales, mais qui eux certainement connaissent ce document. C'est un document qui reprend un petit peu le niveau de filtration qu'il faut prévoir dans un local lorsqu'on a une ventilation forcée. Donc, c'est un document qui émane de l'Eurevent, donc qui est officiel. Donc, vous voyez à gauche 3 représentations et 3 types de climats différents. Le ODA1, qui est donc la qualité de l'air extérieur à la campagne. ODA2, c'est une petite ville. Et ODA3, c'est une ville relativement importante. Et à droite, vous voyez dans les différentes cases le type de qualité d'air que vous voulez dans le bâtiment. Donc, quand on est dans une ventilation générale, la qualité de l'air, il n'y a pas de sup 1, donc on n'a pas le niveau absolument total de qualité de l'air. On commence à sup 2, c'est-à-dire un local où il y a des personnes en permanence dans le local, une occupation non permanente, etc. À droite, vous avez ce qu'on appelle la ventilation industrielle. Alors, industrielle, il ne faut pas spécialement entendre industrie lourde. Hein. Un hôpital est considéré comme une application industrielle. Évidemment, tout ce qui est foot et pharma est considéré également comme industriel et demande un niveau de qualité de l'air intérieur très important, en plus de la distribution de l'air. Et donc, quand on fait la relation, je vais essayer de le montrer. Je pense que si je vous mets ceci, voilà, comme ça, vous devriez le voir. Voilà. Prenons par exemple donc, le cas, un des cas les plus critiques. Hein. On est en plein centre d'une grande ville. Donc, on va se dire qu'on est en ODA 3.
et on veut ventiler un local qui va être occupé de façon permanente pendant la journée. On est donc en SUP2. Et sur le tableau, quand on fait le croisement entre ODA 3 et SUP2, eh bien, on arrive à savoir que dans la centrale de ventilation, le dernier étage de filtration doit être au minimum PM1 80%. Donc ici, ce n'est pas un cours sur la filtration, mais ça vous dit simplement que les particules jusqu'à 1 micron, vous devez être capable d'en arrêter au moins 80%. Donc le fournisseur de la centrale doit prévoir des filtres minimum de ce niveau-là. Bien sûr, dès qu'on est dans des occupations un peu moins permanentes, on va pouvoir légèrement diminuer la qualité de filtration. Mais vous voyez qu'on reste relativement souvent dans finalement des filtrations qui doivent être suffisamment fines. Mais j'insiste pour dire que aussi fine sur la filtration, même à 90% de particules jusqu'à 1 micron, le coronavirus en lui-même va toujours passer au travers, d'où l'importance aussi d'avoir une bonne dilution et répartition de l'air dans le local par des systèmes de diffusion et de bouches de ventilation les plus homogènes possibles, que j'ai expliqué juste avant. Voilà, j'ai assez parlé pour le moment. Je suis arrivé à la fin de mon exposé, donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Michel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Alors, il doit allumer son micro. Oui, je voudrais poser une question à M. Poncel. Oui. Dans son exposé, est-ce que la position des bouches d'extraction dans les locaux traités est importante ou pas? La position, c'est ça, parce que je n'entends pas très bien. La position des bouches d'extraction, parce que parfois dans des locaux, dans des bureaux, on voit beaucoup d'extraction en vrac, c'est-à-dire en fin de compte, le couloir sert de guide vers une prise d'extraction centrale. Par contre, il y a des bureaux où vous avez une pulsion et une reprise par bureau. Et je voudrais avoir votre point de vue à ce propos. Alors, le point de vue, c'est marrant parce que récemment, on a encore vraiment un cas d'application où l'aspect COVID-safe était très important et où pourtant toutes les reprises se font en vrac. Notre avis est, le cas idéal, c'est effectivement, comme je l'ai dit tantôt, c'est de pulser de façon forcée plutôt côté fenêtre et plutôt reprendre l'air de façon forcée et localisée côté porte du local. Ça, c'est la situation idéale parce que vous avez toujours un déplacement d'air qui se fait de la même façon. Et peu importe qu'il y ait à un moment donné beaucoup de personnes ou pas beaucoup de personnes dans le local, qu'on ait toutes les personnes, j'invente, toutes les personnes à gauche du local ou toutes les personnes à droite du local, toutes ces situations font que les mouvements d'air, si on fait des tests fumés, les mouvements d'air sont fort différents. Et donc, on préconise effectivement d'avoir, si possible, la reprise en plafond localisé. Mais il se fait que dans la structure des bâtiments, et je reviens de nouveau un peu à nos amis architectes, on essaye de faire ça de la façon la plus discrète possible et donc les reprises en vrac se font quand même encore de façon assez courante. Si vous devez quand même faire une reprise en vrac, je conseille vraiment de laisser le vrac dans le même local. Par contre, aller mettre le vrac dans un couloir, comme vous l'avez dit, c'est vrai que ce sont des situations courantes, mais là, on est loin de l'idéal parce que vous déplacez évidemment l'air vicié d'un local vers un autre. Donc voilà, moi, je préfère vous recommander de localiser la reprise de l'air par des bouches, mais qui évidemment, dans ce cas-là, seront visibles. Mais maintenant, le cas du vrac n'est pas un mauvais cas. Le tout est de surtout pulser suffisamment d'air pour diluer la charge virale. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Michel. Donc, s'il n'y a plus de questions, alors je propose de passer à notre orateur suivant. Dan stel ik voor om naar onze volgende spreker te gaan. Si tu peux donc déclencher ton écran, oui, Michel. Juste, oui, voilà. Non, désolé, je n'ai pas l'habitude de Zoom. Ça doit se trouver... Allez. Alors, je propose de donner la parole à Xavier
Xavier Grégoire qui est là. Oui. Voilà. Ça vient. Présent. Donc, bon, enfin. Blablabla. Tiens, je n'ai plus le. Ah, voilà. Bon. Un instant, est-ce que je ne parviens pas à voir le meeting control? c'est le share screen en bas. Voilà, c'est réussi. OK. Alors, Xavier, tu Je vais prendre la main. En effet, enclencher et commencer. Merci. Je vais déjà partager l'écran. J'espère que vous voyez la présentation. Oui. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous, je me présente, donc Xavier Grégoire, je suis chef de projet au sein du bureau d'études Arcadis en technique spéciale. Et donc, je dirais ici que le but de la présentation, c'est de faire un petit peu une photographie ici en février 2022 sur les connaissances du Covid-19 et ses caractéristiques qui peuvent influencer notre rôle d'étude en tant que bureau d'études. Donc, alors, je sais qu'il y a certaines informations qui ont déjà été fournies, mais bon, puisque tout le monde n'a pas encore eu l'occasion de voir toutes les présentations, j'y ferai malgré tout référence. Donc, le programme, c'est simplement revoir très rapidement le contexte sanitaire, voir quelles sont les recommandations au niveau mondial, les prescriptions en Belgique actuellement et voir un petit peu l'impact sur la construction. Donc, au tout début de la pandémie et au vu du peu de connaissances sur le Covid, la transmission par aérosol était considérée comme peu probable. Donc, c'était plutôt la transmission par contact qui était le facteur de transmission privilégié. Et à partir de 2020, suite à de nombreuses études, l'OMS a reconnu que la transmission par aéroportée était un facteur important dans la transmission du virus. Donc, comme ça a sans doute déjà été dit, donc il y a deux voies principales de transmission, soit la voie directe, donc ça contact avec la personne infectée ou la surface qui a été contaminée, ou alors la voie aérienne, donc via les gouttelettes, l'aérosol dont on a déjà parlé. Et on sait que l'aérosol est d'autant plus important au niveau de la transmission, car plus les gouttelettes émises sont petites, au plus elles peuvent être entraînées dans l'air ambiant et rester en suspension. Et donc, le virus peut s'accumuler dans l'air intérieur du local, surtout s'il est mal ventilé. Donc, il est assez rapidement ressorti que les installations HVAC, donc de chauffage, de ventilation, de climatisation, peuvent jouer un rôle dans la réduction potentielle ici du Covid-19. Au niveau mondial, suite à certaines découvertes, à certaines études, il est ressorti 3 critères qui peuvent influencer cette transmission. Donc, c'est la qualité d'air, les conditions atmosphériques et les activités des personnes. Au niveau des conditions atmosphériques, il y a eu dernièrement une dizaine d'études qui ont démontré l'influence des conditions donc de température et d'humidité sur la propagation du virus. Donc, avec une humidité inférieure à 40%, les particules émises par les personnes infectées absorbent moins d'eau, restent plus légères, volent plus loin dans la pièce et sont donc plus susceptibles d'être inhalées. Et de plus, c'est à ce seuil d'humidité aussi que les humains deviennent plus vulnérables aux infections. C'est pour ça qu'il est ressorti des études qu'il est conseillé d'avoir une humidité relative comprise entre 40 et 95%, avec un optimum à 55%. Au niveau des températures, les valeurs ne sont pas encore vraiment définies pour le moment. Et donc, au niveau des conditions extérieures, les plus défavorables sont les conditions hivernales avec un air froid et sec. Parce que là aussi, ça peut causer des irritations au niveau des voies nasales, ce qui engendre une augmentation et une facilité pour le virus d'attaquer l'organisme. Au niveau de l'aspect de la qualité d'air, avant la période Covid, il y avait déjà de nombreuses études qui démontraient l'importance de la qualité d'air au niveau des particules fines sur le rôle de la santé. C'est pour ça qu'il y a déjà des normes et des réglementations dans le domaine.
après, avec l'arrivée du Covid, on a dû essayer de faire face un petit peu à un aspect plus important de la dose infectieuse, donc qui est la quantité de particules virales absorbées qui déclenchent l'infection. Malheureusement, à l'heure actuelle, la dose infectieuse n'est toujours pas connue. Malgré ça, l'OMS a sorti en mars 2021 une feuille de route qui indique qu'il est nécessaire de maintenir une concentration en CO2 inférieure à 900 ppm pour essayer de diluer justement cette concentration d'agents infectieux. Au niveau des émissions CO2, on peut se poser un petit peu la question de savoir d'où vient la valeur 800 ou 900 ppm suivant la nomenclature. Donc, on sait tous que le dioxyde de carbone est présent dans l'atmosphère sous une concentration en Belgique qui se situe généralement entre 400 et 500 ppm. Donc, il faut se rendre compte que l'air expiré par un individu en temps normal contient environ 4% de CO2, ce qui correspond à 40 000 ppm. Et donc, une augmentation de 400 par rapport au taux de base, donc on a pris 500, donc 500 plus 400, on arrive aux 900. Donc, cette augmentation de ppm indique que 1% de l'air que nous avons émis a déjà été respiré par quelqu'un d'autre dans la pièce. Et donc, comme j'ai déjà dit, aucune étude n'a pu définir encore actuellement la valeur critique de concentration de virus dans l'air, mais un consortium international tend vers la valeur de 900 ppm. Au niveau de la Belgique, il existe bien entendu les normes comme la norme européenne ici, qui propose des taux de CO2 pour donner la qualité d'air dans les locaux, l'arrêté royal. Et en juillet 2021, les autorités ont sorti un document, un plan de ventilation de recommandation sur la mise en place d'une ventilation dans les locaux. Globalement, ça reste également sur la valeur de 900 ppm. Alors, première possibilité, c'est la ventilation naturelle. Malheureusement, la ventilation naturelle, son efficacité dépend de la configuration du local et aussi de l'implantation des ouvertures. Donc, il est assez logique de s'imaginer que si on a 2 ouvertures de part et d'autre du local, ce sera plus efficace que si on n'en a qu'une seule. Alors, s'il n'est pas possible de maintenir régulièrement, donc on parle de 95% du temps, un taux inférieur à 900 ppm, quelles sont les solutions? C'est réduire le nombre d'occupants, purifier l'air ou installer un système de ventilation mécanique. On comprend vite que certaines solutions sont difficilement applicables. Au niveau de la ventilation mécanique, si le bâtiment est déjà équipé d'un système de ventilation, il convient de mesurer et de contrôler le débit d'air réel des locaux pour en définir les besoins. Là aussi, le plan de ventilation définit les protocoles à entreprendre et indique selon un tableau 2, on le verra par la suite, des valeurs standards de débit d'air unitaire à prendre en considération. Une autre solution serait la purification de l'air. Donc, il y a déjà plusieurs publications du Conseil supérieur de la santé qui existent et qui sont sorties. Alors, il y a 2 manières de purifier l'air, soit par la captation, donc on capture les particules contenant potentiellement le virus, ou alors il y a l'inactivation, où là on va endommager les particules infectieuses dans un flux d'air, de sorte qu'elles ne puissent plus se multiplier ou se répandre dans l'atmosphère. Comme ça a déjà été expliqué, le principe de filtration absolue peut être mis en place, mais que ce soit au niveau de l'encombrement, au niveau des performances à l'encontre des directives européennes type ERP, au niveau de la maintenance, au niveau du budget, ça reste une solution qui est difficilement mise en place. Un autre système est le système de précipitation électrostatique, donc il consiste à donner délibérément aux particules présentes dans le flux d'air une charge électrique et de les capturer dans un collecteur qui a une charge opposée. Là aussi, ce sont des systèmes qui peuvent être mis en place, mais seulement pour certaines applications, il nous semble, pour des raisons de maintenance et de coût. Une autre solution, ce sont les systèmes UVC.
donc qui ont les caractéristiques d'avoir les mêmes longueurs d'onde que la zone d'inactivation du Covid-19, mais depuis 2019 déjà, il y a plusieurs études qui ont montré que ça pouvait avoir un effet néfaste sur l'homme. Alors, il existe aussi les systèmes UVGI, où là, c'est un faisceau de lumière UVC qui va être projeté depuis un plafond, mais là aussi, pour garantir une certaine distance par rapport aux humains, ça ne peut avoir d'application que pour des grands locaux avec des hauts plafonds. Alors, on pourrait essayer de mettre les systèmes de lampes UVC dans les conduits de ventilation, mais cependant, pour assurer le contact minimum de l'air contaminé, pour avoir une bonne efficacité, il faudrait une vitesse d'air inférieure à 2 mètres par seconde, ce qui est aussi compliqué, d'autant plus en rénovation. Le système ozone est d'office éliminé parce que pour avoir une certaine efficacité, il faut avoir des caractéristiques qui sont incompatibles avec la présence humaine pour des raisons de santé. Il y a aussi la possibilité de placer des détecteurs CO2. Donc, il y a aussi un guide qui est fourni ici aux écoles ou un peu à tout le monde pour essayer de mettre ça en place de manière la plus efficace possible. Alors, au niveau de l'impact sur la construction, alors, bien que nous comprenions qu'il soit difficile pour les autorités de donner des prescriptions chiffrées et standards, en tant que bureau d'études, on ne peut pas vraiment prendre les valeurs indiquées de ce plan tel quel sans avoir un certain esprit critique. Donc, sur base de nos connaissances, on se rend vite compte qu'il y a certaines valeurs qui sont surdimensionnées par rapport aux exigences réelles. Si nous devions respecter ces prescriptions, on aurait un impact assez conséquent, soit sur l'encombrement des techniques, dans les faux plafonds, dans les trémies, dans les locaux techniques. On pourrait avoir aussi une augmentation des unités de ventilation, une unité de production de chaleur, de froid, et donc tout cela implique aussi un coût non négligeable. On a donc régulièrement parlé ici, donc dans le plan de ventilation, on voit le tableau 2 dont je parlais tout à l'heure, où on voit des valeurs de débit unitaire suivant une certaine activité. Tout ça pour essayer de maintenir un taux de qualité d'air inférieur à 900 ppm. Il faut se rendre compte que le CESI recommande de maintenir une qualité d'air inférieure à 800 ppm avec des débits allant de 50 à 80 m3 par personne. Alors, il n'y a pas vraiment de nomenclature centralisée pour estimer le débit d'air nécessaire suivant une application précise. Donc, nous, on a depuis déjà quelques temps recueilli des valeurs suivant plusieurs études, suivant des organismes reconnus. Donc, que ce soit le MET, l'émission de CO2 des personnes, voilà, le type d'activité, les facteurs qu'il faut prendre en compte suivant le type d'activité, etc. Et ça nous a permis de déterminer 4 cas, on va dire un peu simplistes, mais typiques dans le bâtiment. Donc, on a pris le cas d'un open space de 20 personnes qui est ventilé mécaniquement. Donc, on voit ici, selon les courbes, qu'avec une occupation à 100%, on devrait avoir au minimum un débit de 40 m3 par personne pour maintenir le seuil de 900 ppm. On voit qu'il faudrait même peut-être un petit peu plus. Maintenant, la réalité nous dit aussi qu'une occupation à 100% de bureau est assez peu fréquente. Donc là, par contre, on voit qu'avec une occupation même de 80% de manière permanente, on voit qu'un débit compris entre 30 et 35 m3 suffit pour maintenir les exigences. Donc, on voit aussi, par exemple, la comparaison avec le tableau 2 ici, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a dit 40 m3. Alors, ça peut paraître anodin, mais multiplié par le nombre de personnes, ça peut vite avoir des conséquences. Le deuxième cas qu'on a simulé, c'est un bureau de 4 personnes où il n'y a aucune ventilation. Donc, on se rend vite compte que peu importe l'occupation, soit à 50% ou à 100%, on atteint assez vite le seuil des 900 ppm. Alors, on peut imaginer de ventiler la pièce par ventilation naturelle, donc par des fenêtres, soit en OCE battant, soit ou en battant. Alors, ça nous semble
possible. Néanmoins, ça met un petit peu à mal le confort des occupants, d'autant plus si la configuration du local et les conditions atmosphériques ne sont pas favorables. L'autre cas qu'on a voulu considérer, dont on parle beaucoup, c'est le cas d'une école. Ici, on a pris le cas d'une école avec 24 élèves et un professeur, où il y aurait une ventilation mécanique. On voit ici que le taux de 900 ppm monte assez vite, mais avec un débit compris entre 30 et 35 m3 par personne, on pourrait assez facilement se stabiliser aux alentours de 900 ppm. Par contre, dans le cas d'une école n'ayant aucune ventilation, le taux de 900 ppm est atteint très rapidement, en presque 10 minutes. On a essayé de simuler en mettant une fenêtre aussi au battant. Ça n'a que très peu d'impact. Le seul impact qu'il pourrait y avoir, ça serait d'avoir une fenêtre battante ouverte en permanence. Alors, on se rend vite compte de la réalité de la situation, d'autant plus que ici, les résultats qu'on a pris en compte dépendent de la configuration du local et aussi du delta T entre l'intérieur et l'extérieur. Les simulations, ici, on les a prises pour une température de consigne intérieure de 21 degrés avec une température extérieure de 10 degrés. Si on change le delta T, on se rend compte que la surface nette d'ouverture augmente quasi de manière proportionnelle. Donc, il ressort vraiment que, voilà, suivant la configuration de la classe, le nombre de fenêtres, la localisation des élèves et surtout aussi des conditions atmosphériques, c'est très difficile d'émettre une solution standard et facilement applicable. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Donc, comme on a déjà pu voir ici tout à l'heure, la ventilation naturelle a quand même certaines limites. Au niveau des bâtiments, donc le plan de ventilation dont on a parlé tout à l'heure propose de réduire le nombre d'occupants. Alors, dans le cas d'une école, ça n'est pas possible. Dans le cas de bureau, on peut penser au télétravail, mais on a vu que ça amène quand même certaines limites. Alors, ouvrir plus et plus souvent les fenêtres, là aussi, suivant l'occupation, on peut voir que ça a un impact, mais qui est quand même assez minime. Alors, on peut aussi purifier l'air. On a vu ici tout à l'heure que c'est assez compliqué de mettre ça en place et c'est surtout assez cher. Mais je pense que notre rôle aussi en tant que bureau d'études, c'est de rappeler, surtout dans le cadre de rénovation, de rappeler ici aux clients que la valeur de 900 ppm n'est pas un objectif strict. C'est un consortium, car on n'a toujours pas défini la charge virale non plus du virus. Donc, il faut essayer de les rassurer, je pense, sur ce point-là, pour ne pas non plus avoir l'effet inverse. C'est-à-dire, si je n'y arrive pas, alors je ne fais rien. Je pense que c'est quand même important de rappeler que même si la ventilation naturelle n'est pas un système miracle, ça participe quand même à réduire un peu, à augmenter plutôt la qualité d'air dans les locaux. Alors, si on a des bâtiments avec ventilation, le but est déjà d'essayer de déterminer en discussion ici avec le client, en fonction de l'occupation, en fonction de l'activité, d'essayer d'établir un plan de ventilation le plus précis possible en faisant des simulations. On peut essayer évidemment, si ça existe et si c'est faisable, de débrancher la recirculation d'air. Et on peut aussi envisager de modifier la régulation. Donc, il est quand même assez fréquent qu'on lance la ventilation et on arrête la ventilation une demi-heure, une heure avant l'occupation normale d'un bâtiment. On pourrait imaginer de surventiler encore un petit peu avant ou un petit peu après, voire même aussi sur le temps de midi. Malgré tout ça, on pense que la solution la plus adéquate à envisager serait de penser de plus en plus aux réseaux qui fonctionnent en débit variable et non plus en débit constant. Donc ici, on a voulu simplement chiffrer un exemple d'un bureau existant qui reprenait les réglementations précédentes du RGPT de 30 m3 par personne. On se rend compte ici que si on met des systèmes à débit variable, on peut jouer sur l'occupation réelle des locaux et on voit qu'on arrive
à une valeur de 45 mètres cubes heure par personne. C'est dans ce cas-ci, mais on voit quand même qu'il y a un impact assez conséquent sur le niveau de qualité d'air qu'on peut avoir dans les locaux. Alors, certes, c'est une solution qui est quand même compliquée parce que ça demande aussi un coût, ça demande une organisation interne pour pouvoir faire les adaptations, si c'est dans des faux plafonds démontables ou non. Et il faut aussi analyser le réseau, l'architecture du réseau de distribution d'air. Ceci, c'est un cas typique qu'on a eu ici dernièrement où on avait un réseau d'air en débit constant et on a pu l'adapter ici en débit variable parce que le nombre de personnes avait augmenté, mais le débit restait le même. Donc là, on a pu jouer sur les taux d'occupation. Alors, en conclusion, il ressort que quel que soit le type de bâtiment, pour nous, il est utopique de pouvoir appliquer des solutions standards, car les spécificités de chaque bâtiment, de chaque client, vont influencer les techniques. Alors, sans ventilation mécanique, il reste compliqué d'obtenir des résultats probants au niveau de la qualité d'air. En tant que bureau d'études, on doit continuer à étudier chaque bâtiment concerné de manière précise afin de définir les besoins de contrôle de qualité d'air selon la sensibilité des clients. Alors, pour nous, il existe peu de changements selon les nouvelles prescriptions par rapport aux obligations déjà existantes, mais il ressort malgré tout, comme on vient de le dire, les études de fonctionnement à débit variable doivent être de plus en plus mis en avant pour vraiment tenir compte de l'occupation réelle des locaux. Et ceci dans le but d'éviter, en parallèle, de devoir surdimensionner les installations. Et donc, une attention particulière va être portée aussi chez nous pour voir l'évolution des connaissances et des études par rapport à la propagation de ce virus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Xavier. Heeft iemand vragen voor meneer Grégoire? Quelqu'un veut poser une question à monsieur Grégoire? Tout est clair apparemment. Donc, non, je vais poser une question à Grégoire concernant justement le débit variable. Sur quels critères faites-vous varier les installations? Au niveau de la valeur de CO2. CO2. Et vous avez des locaux particuliers. Hein, donc on a vu votre petit chef. Oui. Je vous entends très mal, hein, mais j'essaie de vous écouter. Vous avez un bureau avec des personnes. Donc, vous avez à chaque fois un contrôleur CO2 par local. Ah, pardon. Oui, donc je veux dire, vous faites un contrôle local par local ou d'une façon globale? Alors, ça dépend déjà du nombre de locales, de l'architecture soit existante du réseau de ventilation ou alors de l'architecture qu'on va pouvoir mettre en place dans un nouveau bâtiment. Il est certain que c'est compliqué si on a un ensemble de petits bureaux de placer un régulateur à débit variable de 100 ou de 200 mètres cubes heure. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on va peut-être préconiser, c'est de travailler par zone. Alors, on va quand même essayer de privilégier les zones aussi qui vont avoir des occupations différées, donc c'est-à-dire les salles de réunion, les zones de cafétéria, parce qu'il est quand même assez fréquent dans des bureaux, même de 50 personnes, qu'on doive dimensionner une cafétéria, même avec un débit de 30 mètres cubes heure par personne. Au final, ça représente une augmentation assez conséquente des groupes de ventilation, alors qu'on sait pertinemment bien que si toutes les personnes du bureau sont dans la cafétéria pour une raison X ou Y, ça veut dire qu'elles ne sont plus à leur poste de travail. Donc, il y a vraiment un transfert d'air qui peut se faire par la gestion à débit variable. Donc, ça permet, ça demande certes un investissement et une régulation un petit peu plus poussée, mais ça permet d'avoir vraiment une régulation au niveau de la ventilation en fonction de l'occupation réelle de chacun des locaux. Et ça permet aussi de favoriser la qualité d'air des locaux qui ont une occupation plus importante. Okay. Merci. Merci. Pas de souci. Je vois que Jean Wink a levé sa main. Si tu veux poser une question. J'active mon micro. Voilà. Oui, au début de votre exposé, vous avez rappelé
à peu près dans les mêmes termes et avec les mêmes chiffres, mais enfin avec des petites différences, ce que Yann Marker avait dit la semaine dernière, à savoir l'importance de l'humidité relative Oui. à la pièce. Vous avez donné une explication, elle m'avait échappé la semaine dernière, que si l'humidité était trop basse, les particules émises par les occupants absorbaient moins d'eau, Oui. que donc elles restaient plus légères et elles se répandaient davantage au lieu de chuter tout de suite. Exactement. Vous avez rappelé aussi qu'il y avait un optimum aux environs de 50%, vous avez dit 55%. Oui. Mais alors je ne comprends toujours pas pourquoi il y a ensuite une situation moins favorable au-delà de 55. Qu'est-ce qui Ici, se ça veut... passe au-delà de 55 pour que là, la situation devienne à nouveau moins bonne? Je pense que quand, ici, donc moi, j'étais parti sur base d'une étude, c'était une étude allemande et indienne qui était sortie fin 2020, où ils prescrivaient vraiment d'avoir une humidité relative donc entre les 40 et 95%. Alors, pourquoi est-ce que l'optimum est à 50 ou 60%? Ça, il faudrait peut-être que je regarde dans l'étude la raison pour laquelle, à un moment donné, il y a un fléchissement entre guillemets de la courbe au niveau de la transmission. Alors, j'ai retrouvé l'étude, mais je n'ai pas retrouvé plus d'informations sur d'éventuelles courbes qui montrent est-ce qu'il y a vraiment un pic, un optimum à 55 et que de part et d'autre de ces chiffres-là, il y a vraiment un effondrement assez rapide de la transmission, ou est-ce que c'est assez léger et puis seulement passer ces niveaux-là, il y a une chute? Ça, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'informations plus précises à ce niveau-là, malheureusement. D'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que dans leur étude, voilà, ils estiment, mais il n'y a encore rien qui est défini, que la transmission est plus élevée dans des locaux où la température est plus faible, ou alors, comme on a pu le voir ici dans la présentation avant, dans des locaux où la température est climatisée pour les raisons de recirculation d'air. Mais ça, voilà, ça n'a rien à voir vraiment avec la température. C'est vraiment quand même plutôt au niveau de l'humidité, mais le plus important, c'était vraiment d'essayer de garantir un taux d'humidité relatif supérieur à 40%. D'accord, merci. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci Xavier, encore une fois, pour votre participation. Et ça nous permet de passer à notre orateur suivant, donc Gaëtan Dervaux. Je vois qu'il est déjà prêt. Donc, il connaît la musique, façon de parler. Donc, je t'invite à partager ton écran et tu peux commencer. Merci. Bonjour à tous. Dag allemaal. Veronique heeft mij gevraagd in het Nederlands een deel van de presentatie te doen, omdat u het veel Frans had vandaag. Ik zal proberen dat het goed zal zijn, omdat ik ben Franstalig. Dus ik zal proberen 1 pagina op 2 in het Frans zeggen. Ik heb de 2 presentaties van Arkadis en van Trox gezien. En dus er zijn veel dingen die ik heb voorbereid, die zijn al gezegd. Dus ik zal snel gaan aan het begin van mijn presentatie, om direct naar het praktijk van het terrein. Dat is misschien eens van onze specificiteit. Donc, comme il y a eu beaucoup d'orateurs francophones, je vais faire une partie en néerlandais pour les néerlandophones qui sont avec nous. Comme je viens de le dire en néerlandais, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, évidemment, parce qu'on travaille tous, que ce soit bureau d'études ou fabricants, sur le sujet depuis un certain temps. De place à une identité très forte de terrain, finalement, dans notre positionnement. On accompagne les propriétaires dans la durée sur des bâtiments existants. Et donc, je vais aller plus directement vers la pratique de terrain. Je vais repasser en revue, finalement, ce qui est la base d'une analyse de risque que va faire un propriétaire ou un occupant, qui sont les mêmes fact sheets qui ont été redites. Donc là, je vais aller très vite pour regarder, finalement, ce qui, pour moi, sont les facteurs les plus importants au niveau du risque dans les bâtiments existants. Donc, je ne vais pas parler de conception. Par contre, je vais parler de livraison de bâtiments, ça oui.
Et donc, on va aller assez vite sur la théorie et on verra la pratique que finalement, beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, eerste stap van deze presentatie is het context. Gaëtan, peut-être tu peux passer en mode présentation, comme ça l'écran est un peu plus large pour les participants. Oui, voilà. Parfait, merci. De eerste stap is het context. Dat is de COVID-periode nu. Ik zal snel gaan naar de factsheet COVID en de verschillende elementen voor een riskanalysis. Ik zal speciaal spreken over de taskforce ventilatie, sorry. En een studie van de OMS. Die zijn tools voor de studiebureaus enzovoort, om ter plaatse oplossing vinden met een gezicht naar de specificiteit van de gebouwen. Donc, les premières étapes, c'est le contexte. Je vais passer sur les mêmes fact sheets de ventilation finalement qu'Arcadis et Trox sont cités, et je vais m'attarder sur deux éléments qui peuvent servir de base sérieuse finalement pour des clients en termes d'analyse de risque, pour, comme le disait Arcadis, penser l'analyse de risque en fonction des spécificités de chacun des bâtiments. Je vais beaucoup plus parler de la partie ventilation mécanique, parce que c'est vrai qu'on est ici entre ingénieurs conseil et professionnels de l'HVAC. Et in fine, l'analyse de risque, quand on n'a pas de ventilation, elle consiste à ouvrir la fenêtre quand il y a un bip-bip, parce que le CO2 est trop haut. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Parce que derrière, il y a effectivement des outils autonomes qui ont une efficacité relativement limitée. De vierde deel van deze presentatie zullen zijn de grootste problemen dat we hebben gezien gedurende onze COVID-audit op de ventilatiesystemen van onze klant, bijvoorbeeld Cofinimo of Befimo, groot eigenaar van gebouwen. De vijfde deel zijn annex voor u. Dat zijn de referentieel dat u moet in uw zicht hebben altijd, om een oplossing te vinden wanneer u hebt een probleem ter plaatse. Donc vraiment, je vais m'attarder finalement sur la partie 4 pour éviter de vous faire entendre la même chose que ce que mes collègues vous ont présenté, qui sont les problèmes qu'on a constatés, sur lesquels du coup on pourra peut-être beaucoup plus échanger sur nos métiers, pour voir comment éviter ce genre de problème à l'avenir dans les bâtiments. Et alors, comme aide mémoire, vous avez les annexes 1 et 2, qui sont les référentiels contraignants avec les liens directement vers les sites des autorités qui les ont émises et sur lesquels on s'est basé, nous, pour nos analyses de risque et pour les inspections qu'on réalise pour les gros propriétaires. Dus het context, het is zeker de COVID-19, probleem van virale transmissie in de lucht. Dat was al heel veel gesproken vandaag. Dus het is heel belangrijk een goed air quality te hebben in de luchtkwaliteit te hebben in alle gebouwen. Donc la qualité de l'air est vraiment l'élément principal. Par contre, pour un propriétaire, ce qui est important, c'est d'appliquer des normes et des référentiels sérieux. J'ai encore eu un échange avec des propriétaires au sein de l'UPSI pour dire oui, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que plein d'autorités ont fourni, mais finalement, en Belgique, il y a un seul référentiel contraignant et il y a toute une série de sources au niveau des choix à faire. De factsheets zijn, zoals besproken door onze twee collega's, de problemen van aerosolcontaminatie, maar ook problemen voor de plaats met een risico die erger is op zekere zones, zoals de toiletten. En de grootste risico is de risico met direct contact. Maar wat wij kunnen doen als ingénieur is eerst werken op aérosolcontaminaties. Donc il y a une chose que je n'ai pas vue dans les deux autres présentations, c'est vraiment au niveau de l'OMS, on parle beaucoup aussi du risque de transmission depuis une zone qui a un caractère de risque aggravé, qui sont les zones des toilettes, vers les zones qui sont les zones finalement où on reste dans les bureaux. Et donc là, c'est un problème éventuel de recirculation qui est très important par rapport à ce qu'on a pu nous voir au niveau des audits qu'on a pu réaliser. J'expliquerai pourquoi et dans quel cas.
Die zijn ook factsheets die komen uit enkele studies en dat de OMS en ook de Taskforce Ventilatie in België hebben gesproken. Meestal contaminatie zijn op school ofwel thuis. Waarom? Op dat? Je hebt meestal direct contact. De transmissie in plaatsen buiten thuis zijn transmissie in slecht geventileerde plaats, meestal. Een andere factie die heel belangrijk om een actie te doen op de ventilatie is dit cijfers van 2,5 nieuwe lucht per uur in een zone, omdat na dit cijfer hebt u 90% van virus die verdwenen is. Donc finalement, c'est le fait d'avoir essentiellement des transmissions par voie directe dans la plupart des études, mais un risque de contamination aérosol qui existe et qu'on peut mesurer, qu'on peut maîtriser, est intéressant parce que avant tout, les personnes pour qui on travaille veulent rassurer sur le fait qu'ils ont des lieux qui sont sains, des lieux qui permettent de venir travailler, etc. Tout ça permet de travailler, pour nous aussi. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les transmissions, elles ont lieu, quand c'est par voie aérosol, dans des lieux mal ventilés. Donc, tout le monde aujourd'hui a parlé de ventilation. Dans la ventilation, ce qui est important, c'est de savoir, oui, mais je ventile quoi, comment, pourquoi. Au tout début de la pandémie, on nous annonçait qu'il fallait faire fonctionner la HVAC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, il y a eu des études, notamment des études pharmaceutiques, qui ont montré que on avait vraiment une disparition complète de toute trace de virus après X renouvellement d'air. Mais 90% de traces, et donc on ne parle même plus de virus actif, on parle de traces de virus. Après 2,5 renouvellements d'air, c'est quelque chose de très important parce que ça va nous permettre, par exemple, de déterminer, OK, quand je vais faire fonctionner ma ventilation plus longtemps avant et après les renouvellements d'air, est-ce que c'est toute la nuit au niveau énergétique ou bien est-ce que je le fais après 2,5 renouvellements d'air le soir et 2,5 le matin? C'est le chiffre que nous, on donnait déjà au début de la pandémie et puis qui finalement on retrouve maintenant dans toute une série d'analyses de risques ailleurs. Et donc, on ne fait plus fonctionner 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 les ventilations dans les immeubles de bureaux parce que c'est juste pas nécessaire et ça crée un gaspillage énergétique incroyable. Comme on l'a dit, mais ici je reprends une étude du British Medical Journal, finalement on a plusieurs facteurs qui aggravent et c'est effectivement le type d'occupation, la durée de l'occupation, l'affluence, en plus du taux de renouvellement d'air. Et donc, dans un environnement où on est silencieux, en extérieur ou en intérieur bien ventilé, et où on ne parle pas et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a très très peu de risques de contamination. Donc le port du masque dans mon village de Genève-en-Condro, où je ne croise personne, n'a aucun intérêt en extérieur. Et c'est pour ça qu'il est difficile à faire comprendre qu'on l'ait imposé en extérieur à beaucoup de personnes. Par contre, il est évident que quand on est à proximité de quelqu'un qui chante à 50 cm de vous dans une zone bondée et que c'est mal ventilé, le risque de transmission est très élevé. J'ai trouvé ce tableau très très clair parce qu'il met en évidence pour les clients les points importants et ce pourquoi on va axer nos audits sur telle ou telle partie. Et donc notamment, il y a moins de risques dans une salle de cinéma où tout le monde se tait que dans une salle de concert où tout le monde crie, c'est une évidence, même si on a les mêmes volumes d'air par personne. Alors, les analyses de risque, on a finalement deux gros outils d'aide à la décision. Et ici, j'ai repris le document de la Task Force Ventilation. Die schema hier is een schema uit de Task Force Ventilatie. Zie je daar dat je de federale dienst voor job, werk en sociale concertatie. Dit is een tool voor een beslissing voor de risque-analysis. En je trouve que ce schéma explique très très bien finalement tout ce que Arkadis et Tors ont dit avant au niveau du type de bâtiment. Donc, si on est dans un bâtiment qui est ventilé, oui. Est-ce qu'on vérifie le CO2? Est-ce qu'on a des mesures de débit, etc. Donc, on est certain que la répartition est bonne au niveau du bâtiment? Oui. Est-ce qu'on a un taux d'occupation qui correspond pour avoir au moins 40 mètres cubes heure par personne? Oui. Eh bien, dans ce cas-là, on est dans un lieu sain. En integendeel, of u hebt geen ventilatie, is het zeker dat u moet de CO2-meting doen om het venster te openen
hier. Dus u hebt daar een schema die is gemakkelijk te uitleggen naar een klant of iemand die verantwoordelijk is in een bedrijf van de zekerheid van de mensen en de welzijn op de werkplaats. Dus een tweede tool die heel interessant vind ik is de risicoanalyse van de Wereldorganisatie voor Gezondheid. Donc ce deuxième document, vous pouvez aussi trouver, j'ai mis des liens à la fin de la présentation, très intéressant, parce que lui va s'attacher aussi au secteur d'activité. Donc, on va avoir la bonne analyse de risque qui vaut pour les bureaux dans un cas, mais aussi pour les soins de santé et pour les immeubles résidentiels. Donc, il est plus complet que celui de la Task Force Ventilation, mais globalement, c'est un outil d'aide à la décision. En dus, step by step, daar, u hebt een vraag die is gesteld en een antwoord. Wat mag u als strategie gebruiken om een betere lucht te hebben en de transmissierisico te laten dalen? Et donc, grâce à ça, étape par étape, on a la possibilité de se poser les bonnes questions. Et je ne vais pas toutes vous les poser parce que finalement, il faut les lire, ces questions, mais elles ont toutes été discutées avant. Et on va aller à la pratique. Mais vous avez à chaque fois une proposition de solution. Et ça, je trouve que ce document est vraiment très bien fait. D'ailleurs, c'est la base de tout ce qui a été fait par le REVA. Et les deux réflexions finalement de l'OMS et du REVA se sont nourries l'une de l'autre. Quand vous lisez un peu les documents, ils se renvoient en référence l'un à l'autre. En dus de problemen dat we zien meestal zijn gebaseerd op het probleem dat we moeten eerst genoeg lucht hebben en dit lucht moet op een goede plaats te zijn met genoeg hoeveelheid in vergelijking met de mensen die daar liggen en in vergelijking met hun werk. Hè. Als ze moeten bewegen of niet, ze zitten altijd, zijn kalm of niet. En dus je hebt eerst genoeg lucht en meestal de referentiële zijn van 50 kubiek meter per uur per persoon. En voor 15 vierkante meter GLA per personne. Donc en fait, ici, vous voyez que je reprends deux valeurs que vous pouvez retrouver dans le REVA. Les 50 mètres cubes sont supérieurs, par exemple, au code du bien-être que je citerai, qui est finalement le seul référentiel contraignant pour nos clients. Mais les personnes, comment est-ce que je vais les calculer sur un bâtiment? Parce qu'un bâtiment n'est pas occupé comme un autre. Nous, on imaginait que ce serait 10 mètres carrés par personne, parce que les 10 mètres carrés correspondent plus ou moins à ce qui est repris plutôt dans les réglementations liées à l'incendie, hein, dans les normes de base incendie. Mais in fine, après avoir fait plus de 100 visites Covid chez nos clients, on s'est rendu compte qu'il y a un chiffre qui émergeait, c'était 15 mètres carrés de surface nette locative qui était occupée par personne. Et par hasard, on s'est rendu compte que c'était la même valeur qui était reprise ici par le REVA. Et donc, in fine, même dans des bâtiments existants, qui étaient dimensionnés sur base de 30 mètres cubes heure pour l'anciennement le RGPT, en fait, ces 30 mètres cubes heure ont été calculés sur 10 mètres carrés par personne. Et donc, dans la plupart des bâtiments qu'on voit, le suffisamment d'air dans des immeubles ventilés, on en a suffisamment. Par contre, parfois, il est mal réparti. Dus we hebben gezien dat in oudere gebouwen, omdat de plas werkt veel in gebouwen die bestaan al, hè, en die hebben hun leven, misschien 15 jaar, 12 jaar, 20 jaar enzovoort. De dimensionering van de lucht was gedaan op 30 kubiek meter per persoon. Maar die 30 kubiek meter per persoon, die waren voor de code van welzijn, waren voor 10 vierkante meter per persoon. En dus, meestal hebben we genoeg kubiek meter per uur, ook in die oudere gebouwen. L'air neuf, par contre, on doit s'arranger pour que ce soit bien réparti. Donc forcément, on va parler d'équilibrage ici, mais pas que. Et suffisamment longtemps, ça veut dire qu'il va falloir s'assurer que la pollution virale qu'il peut y avoir dans l'air, mais aussi les pollutions en termes de bactéries, levures et autres éléments, auront disparu.
Et il faut que l'air soit réellement propre. On a parlé de filtration assez longtemps, je pense, avec Trox tout à l'heure, pour lequel je partage 99% de ce qui s'est dit. Et on va parler du fameux risque sur les unités terminales, où je vais abonder sur ce qu'a dit Trox, notamment concernant les poutres dynamiques ou même des ventiloconvecteurs. La seule chose, c'est que je vais le montrer par des expériences de terrain et pas par une simulation, vous expliquer ce qu'on a fait à ce niveau-là. Dus de risicoanalyse is genoeg lucht, we hebben gezegd. 1. 2, die lucht moet op de goed plaats gaan, de 2. En die lucht moet genoeg tijd in dit plaats te blijven, zodat u mag genoeg verse lucht in de ruimte te hebben en om zeker te zijn dat de vervuilde lucht mag uit het gebouw gaan. Die lucht moet echt schoon zijn en dus de filtratie is zeker een belangrijk punt. Maar er is ook een risico op de terminaalunit. Die risico dat is gediscussieerd met Trox. Ik zal het zelf zeggen dat Trox, bijvoorbeeld voor de dynamische beams, waar we hebben tests gedaan met smoke in enkele gebouwen, 20 gebouwen ongeveer, met de dynamisch beam. Die tonen dat er is geen risico van transmissie te wijten aan die beams. Absoluut geen. En integendeel, het is een dimensionering dat geeft veel lucht, veel vers lucht met de dynamisch beam, omdat dat is de motor van transmissie voor de thermal unit. Et donc je dirais même qu'à contrario, sur les poutres dynamiques, comme c'est un système qui naturellement, vu que le moteur est un moteur thermique, est un moteur, le moteur de transmission de la chaleur ou du froid au niveau de la poutre, c'est l'air. On envoie beaucoup d'air parce que l'air est un mauvais vecteur de transfert de la chaleur. Et donc, au contraire, les bâtiments qui sont des bâtiments avec des poutres dynamiques sont des bâtiments sur lesquels il y a peu de risque de transmission d'après nos observations. Et le risque, effectivement, d'éternuer au niveau de la poutre pour polluer l'air de son voisin, on va vous montrer qu'en tout cas, dans la vingtaine de bâtiments où on a fait le test, il est proche d'être nul. En de zesde deel is een risicanalyse voor de toiletten die in een bureaugebouw is de enkelplaats met een hoger risico dan de burelen. Et donc voilà, le sixième point, c'est de contrôler la partie WC, qui est finalement la seule zone à risque aggravé dans un immeuble de bureau, en tout cas la seule que nous on a identifiée. Voilà. Maar de problemen, meestal zijn de problemen dat u kent heel wel. Probleem van onderhoud. Probleem van PMS, het probleem van motoren die zijn kapot, motoren van filtratie die absoluut niet doeltreffend is, omdat de filter is vuil. Bijvoorbeeld, dat is de nieuwe lucht, dat moet in een gebouw in de kunst Avenue des Arts is gelicht. Donc ici, j'ai pris des photos réellement de nos visites. C'est censé être la prise d'air neuf d'un bâtiment et vous voyez que derrière, les filtres sont complètement compactés, voire les registres sont fermés sur certains groupes. Donc ça, c'est la première source. Donc on est au niveau de la source. Est-ce qu'on a un groupe qui a suffisamment de ventilation? Oui, non. Bref, ici, il n'y en a juste pas. Il n'y a pas de prise d'air neuf parce que les registres étaient fermés, bien parce que les filtres sont sales. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on constate sur le terrain. Si personne ne va contrôler derrière que la maintenance est bien faite. Een tweede risico, dat was al gediscussieerd met Arkadis, denk ik, heb ik gezien. Dat was de wiel van de groepen, ventilatiegroep met de wiel. Die kunnen in enkele gebouwen een probleem leggen. Donc le risque qu'on a avec les roues enthalpiques, finalement, il y a une seule configuration qui génère un risque réellement de recirculation, on les a fait mettre à l'arrêt, c'est quand on crée une dépression entre l'extraction qui est en rouge et la pulsion qui est en bleu. Au départ, je me suis dit, tiens, c'est bête, il y a peu de chances qu'on ait fait ce genre de centrale. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, dans la majorité des bâtiments qu'on a visités, c'était le cas. Et donc, effectivement, dans ceux-là, il y avait un risque qui nécessitait qu'on fasse une mesure de delta P pour s'assurer qu'il n'y a pas de recirculation. Dus met de motoren die hier zijn achter de wiel, je hebt een risico die mag bestaan met een deel van
uitleg die gaat naar de verslucht. En daar heb ik twee gebouwen dat we hebben gevisiteerd, waar we hebben een bezoek gedaan en een audit, waar het was de situatie ter plaatse. Maar in die twee luchtroep hadden we geen probleem, omdat we hebben een delta P gemeten en er was geen depressie tussen de twee. Oui, donc la jonction ici autour de la roue était bien étanche. Mais par contre, on aurait pu avoir un risque d'étanchéité. Les problèmes les plus fréquents qu'on a, ce sont avant tout des problèmes de settings, des problèmes de ventilation, donc, mais au niveau de la GTC ou des variateurs. Par exemple, sur cet exemple ici, j'ai un variateur qui est mis à 30 Hz. Il est mis à 30 Hz parce qu'on a en fait modifié les rapports de poulie du groupe directement, parce qu'il y avait un problème de bruit sans doute, ou bien de sous-pression. On a voulu faire des économies, mais on n'a pas adapté le groupe en fonction des rapports de poulie. Et donc, dès qu'on monte au-dessus des 30 Hz, en fait, l'équipement se met en AET. Et donc, ils ont un problème. Et donc, en fait, le groupe qui était largement suffisant pour le nombre de personnes n'est plus capable de donner le débit qu'il devrait donner. Et donc là, la recommandation, c'est avant tout de changer le variateur pour pouvoir atteindre le débit nominal qu'on est censé avoir au niveau du groupe. Dus daar het probleem was dat de luchtroep er was een weg op de luchtroep, de motoren en de rapport. Ik weet sorry niet het woord in het Nederlands, maar het was niet mogelijk omdat de variator niet vervangt de nominaal debit te bereiken. Ofwel, het probleem was een probleem van economie. Iemand van het onderhoud denkt dat het is beter een lagere referentieel te geven, maar die is niet genoeg om de goede drukte te hebben in de ventilatie. En dus de lucht gaat niet ver genoeg in vergelijking met de noden, bijvoorbeeld met een groep op de 5e verdiep naar de eerste verdiep. Donc souvent, ce qu'on se trouve aussi, c'est avec une pression statique qui est insuffisante pour que l'air aille jusqu'au bout des halles. Et donc, on a une pression suffisante et on a une bonne répartition de l'air aux étages supérieurs avec un groupe qui est en haut, mais pas du tout vers les étages inférieurs. Andere probleem dat we hebben gezien, en dat was het grootste probleem in gebouw 3 hebben we gezien, was een clapet coupe-feu, die was gesloten. En niemand had dat gezien. Toch is het daar zichtbaar, hè? Maar niemand in het onderhoudploeg had dat gezien. On a aussi retrouvé dans un bâtiment, c'est une grille qui a été rajoutée dans un bâtiment pour modifier l'équilibrage parce qu'il y avait trop de débit à un étage. Donc, ils ont augmenté finalement la résistance du circuit en ajoutant une grille. Mais cette grille était complètement compactée et donc on n'avait pas du tout de débit dessus. Ou bien on a des clapets manuels qui sont fermés. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on peut voir. Des problèmes d'équilibrage, des trémies maçonnées qui ne sont pas étanches, etc., qui font que, en théorie, on a un bâtiment qui est bien, mais in fine, l'air n'arrive pas, ne fût-ce que jusque l'étage, et donc certainement pas dans les unités terminales. Donc, par exemple, ici, c'est un rapport, on a vu qu'on se retrouvait normalement avec 115 mètres cubes heure sur une zone, dans la vraie vie, on avait 69. Ici, 85, 60. Le problème, c'est que là, il y avait bien 2 personnes qui étaient prévues dans cette zone-là. Donc, on n'a pas suffisamment d'air. Donc, ça, c'est sur la distribution, finalement, verticale, la plupart du temps, de l'air. En daarna, de mensen die in de ruimte zijn, die hebben een comfortprobleem eerst, maar die vinden hun eigen oplossingen die geen technische oplossing zijn. En die geven een risico die hoger is. Donc là, on se retrouve avec des aménagements privatifs finalement, où parce qu'il y a des problèmes de confort pour lesquels on n'a pas cherché, que ce soit en maintenance, que ce soit l'employeur dans ces aménagements, à trouver les origines des problèmes, alors les gens qui sont en dessous de la bouche de ventilation ou en dessous de la poutre dynamique trouvent leur propre solution. Et donc on voit qu'ici, il y a des bouches qui ont été
bloqués avec des cartons, ou ici des grilles linéaires, c'était le même problème. En fait, ce qu'il y avait, c'est que normalement, il y avait un CRV au-dessus, mais qui avait été enlevé. Donc, forcément, on se retrouvait avec beaucoup trop de pression et un courant d'air désagréable. Ou ici, c'était une bouche de ventilation qui n'était pas raccordée. Ici, c'est une poutre dynamique où on est venu bloquer l'aspiration. Et donc, on se retrouve de nouveau avec pas suffisamment d'air qui arrive dans la zone et des problèmes de confort. Mais à chaque fois, parce qu'on n'a pas cherché la source du probleem. Dus we hebben heel vaak problemen met de privatief werken in gebouwen, in burgerlijke gebouwen. Die privatief problemen. De privatieve technisch, die zijn niet gecontroleerd door een studiebureau, ofwel die zijn gedaan met een lagere kost, zonder dat het eigenaar van het gebouw kijkt naar die installaties. En daar hebben we problemen, omdat je het ook bijvoorbeeld daar een bureau zonder ventilatie. Maar u hebt buiten de zaal daar een ventilatie die normaal was in de bureau. Daar hebben we meer dan 20 mensen die kunnen daar zitten. En we hebben in totaal 150 kubieke meter per uur. Donc, ce qu'on a souvent, c'est aussi un cloisonnement qui est fait par un architecte d'intérieur, qui évidemment n'a pas voulu d'un ingénieur conseil parce que ça coûte cher, les bureaux d'études, on le sait tous. Et du coup, il a laissé les bouches de ventilation hors de la salle, ou simplement il a mis une salle de réunion à un endroit qui ne permet pas du tout d'amener suffisamment d'air à cause des contraintes techniques du bâtiment, souvent architectural, et que les gaines seraient beaucoup trop grosses pour aller jusque-là. Et donc, dans cette salle de réunion-ci, je me retrouvais avec 150 mètres cubes heure pour 20 personnes. Évidemment, ça fait un peu court. Met de toiletten hebben we ook problemen. Meestal de probleem was de extractie van de gebouw. Waarom? Omdat bijvoorbeeld we hebben een nieuwe deur geplaatst die niet esthetisch is, maar zonder een mogelijkheid voor de lucht te komen uit de netruimte, de burelen, naar de toiletten. Dus de extractie mag niet doen, je hebt een onderdrukt in de plaatsen. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est des problèmes de transfert où l'extraction dans les toilettes ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de grille de transfert, parce qu'à défaut, on n'a pas d'étalonné la porte, parce que l'extracteur est sous-dimensionné, parce que les bouches d'extraction étaient bouchées, parce qu'on a remplacé des grilles qui passaient au travers d'un plafond à lame métallique. On a mis à la place un plafond gyproc étanche, mais du coup, il n'y a plus d'extraction. Ofwel een meer ingewikkeld ding is de liften. De liften werken als een chimney. En dus donc l'ascenseur fonctionne finalement, la cage d'ascenseur, quand elle n'est pas étanche, comme une cheminée. C'est une trémie ouverte. Et donc finalement, l'extraction qui est provoquée par le tirage naturel de la cage d'ascenseur est plus forte que le petit extracteur qu'on a été mettre dans les sanitaires parce qu'on s'est dit que c'était bien, par exemple, d'aller enlever de la porte de tel ou tel sanitaire pour en faire quelque chose de new way of working, que sais-je. Mais donc, j'ai des bâtiments où on s'est retrouvé avec un recyclage depuis les sanitaires vers une zone commune à cause du tirage de l'ascenseur. On a pu faire ça, on a pu mettre ça en évidence grâce à des tests de fumée lors soit des smoke pens, soit des générateurs de fumée, à user avec modération pour les centraux incendies. Ik weet niet of u vragen hebben over de praktijk van die testen dat we hebben gedaan. Maar mijn boodschap is dat er is een probleem meestal voor het nieuwe gebouw van de commissioning. We zien dat ook in die inspectie. We hebben ook inspectie in gebouwen die minder dan 2 jaar zijn. En waar er was probleem van evenwicht in de aérolische systèmes. Donc, on a vraiment dans les... Je vais arrêter le partage de l'écran, si c'est déjà fait. Là, meneer Nieuwink. Jean? Oui, Jean. Mon micro. J'ai une petite question concernant le point 3 de la feuille 13.
Ouf. Si on pouvait le faire apparaître, ce serait plus facile. Oui. C'est à propos des 2 renouvellements et demi par heure. J'ai peut-être été un peu distrait quand ça a été exposé en détail, mais comme ça apparaît là, donc suffisamment longtemps, 2,5 volumes d'air avant et après l'occupation ou 2 heures avant et après. Ça, je ne comprends pas. En fait, le 2 heures, c'est la moyenne de ce qu'on a observé en fait, dans les taux de renouvellement d'air. Donc, finalement, vous avez 2,5 renouvellements d'air après 2 heures. La plupart des bâtiments qu'on a visités, ici, l'objectif est de marquer la tête des clients. En réalité, il faut qu'au minimum, leur GTC fasse qu'après que la dernière personne soit partie, on ait 2 heures de fonctionnement de la GTC. En réalité, nous, quand on fait une visite, on va aller calculer. On va regarder combien ils ont de renouvellement d'air effectif. Et si c'est 2h30, ce sera 2h30. Si c'est 1h30, ça peut être 1h30. D'accord ? On va le faire une fois le soir, on va le faire une fois le matin. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux, souvent dans les bâtiments de bureau, vous avez les équipes de nettoyage qui viennent. D'accord ? Mais quand vous regardez la courbe de disparition des virus qui est fournie dans les études dont je parle, en fait, quand vous êtes à 5 renouvellements d'air entre le moment où vous avez terminé de renouveler l'air et le moment où il y a quelqu'un qui revient dedans, où vous frôlez le 0,05% de présence de traces virales. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais donc le 2 heures est un raccourci pour l'expliquer. Quand la personne n'est pas capable de faire le calcul du taux de renouvellement d'air effectif, on lui dit minimum 2 heures. Après, parce qu'en moyenne, c'est ce qu'on a observé sur 120 bâtiments. Ok, ça va, merci. Merci beaucoup, Jacques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a encore une question, qui peut poser une question. C'est le moment. Moi, j'avais un peu une question dans la même direction, dans ce sens-là que tu parles là. On parle là de renouvellement d'air 2 fois et demi, ce qui n'est pas la même chose que 40 mètres cubes à l'heure. Mais c'est différent. Ton 40 mètres cubes heure. Pas du tout. Non. Ton 40 mètres cubes heure, c'est finalement le besoin pendant l'occupation. Mais après, on fait quoi? Et avant, on fait quoi? C'est ça le 2,5 renouvellement d'air dans les études. En fait, je vous ai remis à la fin dans les annexes, pour ceux que ça intéresse. À chaque fois, vous avez les liens vers l'ensemble des études, vers les études les plus intéressantes qui ont servi de base sur les taux de ventilation et compagnie. Vous les avez dans la roadmap ici fournie par l'Organisation mondiale de la santé, par ici les fact sheets de Cienzano. Vous avez derrière les documents du REVA, etc., etc. Et donc, dedans, vous avez l'ensemble des obligations. Ici, je suis dans le Code du bien-être au travail, le Codex, évidemment. Et donc, quand on me demande ce qui est strictement nécessaire, je dis le Codex. Maintenant, quand je dis vous êtes un employeur normalement diligent, vous allez vous baser sur les référentiels sérieux qui sont derrière. Et ici, ce que j'ai repris, finalement, ce sont les référentiels les plus sérieux, les plus aboutis, qui font la synthèse de toute une série d'autres études. Mais donc là, vous avez à chaque fois les liens. Et à la fin, on reprend la méthode d'analyse de risque, mais qui a été largement présentée finalement par mes collègues. Donc, je pense que ça ne vaut pas la peine de la présenter. Voilà, ceux qui veulent la lire, la liront. Ok. Et j'avais encore une autre remarque, une réflexion, c'est que donc, dans la pratique, il faut constater que les bureaux sont occupés avec un rapport de 15 mètres carrés par personne. Et je parle même pas tandis qu'il y a quelques mois, qu'on a eu une présentation d'une dame de Athénor qui construit des immeubles du bureau avec une proportion de 6 mètres carrés par personne. Donc, dans tout ce qui est coworking. Et dans la réalité des observations sur nos bâtiments, une fois que en fait, Athénor est un promoteur. Donc, Athénor va vendre un bâtiment pour mettre le plus de personnes possible dedans, pour avoir la plus grande rentabilité possible quand il va vendre à des propriétaires ou des employeurs. Dans la pratique, on se rend compte que les employeurs, eux, dans leurs aménagements, en réalité, mettent un poste de travail pour 15 mètres carrés. Alors, par contre, il y a des zones où il y a 6 mètres carrés par personne. Donc, ici, je suis dans un bureau où on a 4 postes de travail. C'est vrai, mais en réalité... de l'autre côté, la dame était très conséquente parce qu'elle prévoyait aussi 40 mètres cubes à l'heure par personne pour les 6 mètres carrés. Donc,
ça fait qu'augmenter un débit d'une manière terrible. C'est pour ça qu'ici, je voulais donner des retours de terrain, parce qu'in fine, on peut faire beaucoup de calculs théoriques, et c'est nos métiers de le faire, hein, et de prévenir ce risque-là. Mais c'est important aussi de pouvoir nuancer par rapport à une réalité de terrain, d'où l'importance. Et donc, dans les facteurs de transmission, je parlais de troc, je vais repartager un autre slide qui était intéressant pour vous montrer des tests qu'on a effectués. Au niveau des poutres dynamiques, par exemple, mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà présenté lors de la dernière présentation. Vous voyez, on a fait des tests de fumée en fait, avec des poutres dynamiques et des ventiloconvecteurs pour déterminer dans quelle mesure, parce que c'était la panique au début du Covid, donc c'est vraiment il y a 2 ans qu'on a fait ces tests-là sur plusieurs portefeuilles de nos clients qui disent, mais enfin, on nous dit de tout arrêter. Moi, mes poutres, elles me servent à chauffer mon bâtiment et à refroidir. Et les ventiloconvecteurs aussi. Quel est le vrai risque? En fait, les tests qu'on a fait, on a voulu les faire de manière la plus juste possible et on a utilisé des générateurs de fumée. Donc, on a envoyé quand même beaucoup d'aérosols dans l'air, vu que c'est de l'aérosol qu'on envoie avec les petits générateurs. On a fait des tests là où les gens travaillent, c'est-à-dire on est à 1,30 m quand on est assis. On a fait des tests où les gens sont debout, en moyenne 1,80 m, peut-être 2 mètres. On a fait des tests à 2,10 m. Et en fait, il n'y a qu'à partir du moment où on était à 2,30 m, c'est-à-dire à 20 cm la plupart du temps de la poutre, quand c'est déjà des plafonds élevés ou vraiment au niveau de la poutre, qu'on a eu un début d'aspiration qui se faisait, et alors une partie de l'air qui était repris, mais rien. Donc, c'était vraiment insignifiant en termes de quantité. Donc, venir arrêter la source d'air neuf, tout ça pour dire je risque de transmettre un virus à mon voisin si j'éternue dans la poutre, ben non, parce que la première chose, c'est qu'il faut diluer cet air exactement comme l'a dit Trox. Et le constat était le même au niveau des ventiloconvecteurs, mais différemment, dans le sens où effectivement, donc là c'est le petit dessin qu'on avait fait pour dire il y a vraiment que en étant sur une chaise avec le générateur qu'on a vu l'aspiration. Sinon on ne le voyait pas. Donc pour nous, ce n'est pas un facteur aggravant si on veut être franc. Sur les ventiloconvecteurs, on a fait le même genre de test en vitesse 1, 2, 3 pour les plus anciens, et on a laissé tester la régulation pour d'autres. Mais in fine, alors effectivement, ça a porté le flux, comme ça doit le faire, vu que c'est le but de ces ventilos, à une certaine distance. Mais après, on a fait le même test à 5 mètres du ventiloconvecteur. Et in fine, vu qu'on a un brassage de l'air par la ventilation, et que c'est le but, c'est qu'elle doit fonctionner, elle doit donc brasser l'air, ben, au lieu d'avoir la fumée qui s'est répartie partout dans le local en 3 minutes avec le ventiloconvecteur, c'était en 15 ou 20 minutes dans chacun des bâtiments. C'est pas grave, c'est justement que la ventilation fonctionnait bien. Donc, à partir du moment où on a des ventiloconvecteurs, à moins qu'il n'aille éternuer dans la bouche d'aspiration de nouveau du ventiloconvecteur parce qu'il se penche pour refaire ses chaussures, au pire, ça aggrave de 1/4 d'heure le risque de transmission, pas plus. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils soient bien entretenus, ces ventiloconvecteurs, pour ne pas avoir de légionnels dans l'évacuation des condensats, pour qu'effectivement, il y ait une filtration qui soit effective au niveau de la prise d'air, etc. Et ça, c'est toujours à ce niveau-là que ça coince. C'est au niveau de l'entretien qui va derrière, ou des aménagements privatifs. C'était ça, finalement, mon message du jour. C'est qu'avant tout, il faut aller contrôler les installations elles-mêmes. On ne peut pas faire une analyse de risque Covid en simplement cochant des checklists si on ne va pas mesurer. Il faut mesurer. Et en livraison de bâtiment aussi. Parce qu'en livraison de bâtiment, les commissionnings ne sont jamais faits. On a encore été appelé maintenant sur 2 tours qui ont été étudiés par des bons bureaux d'ingénieurs, mais à qui on n'a pas donné les honoraires qu'il fallait pour finir leur job. Et donc, on arrive et la ventilation, il y a des problèmes d'équilibrage. Parce que l'équilibrage n'a pas été bien fait. Et ça, c'est un message que j'ai dit à l'UPSI, en disant, vous devez mieux payer pour que ce travail-là soit fait, mais vous devez exiger qu'il soit fait, par contre. Et donc, à nous de réinventer nos métiers pour livrer des installations qui fonctionnent comme elles doivent fonctionner. Ok. Allez, encore un bon message pour finir l'après-midi. Allez, beaucoup de Hartelijk dank, Gaëtan. Non, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, voilà, donc je pense qu'on a passé donc 3 webinaires très intéressants, donc fascinants, et on voit ce que, en effet, la pandemie nous a amené dedans. Donc, ventilatie is als het ware, zeg maar, de talk of the day geworden. En ik denk niet dat we de mensen er nog moeten gaan overtuigen, maar dat er inderdaad zoals steeds nog wel wat bedenkingen zijn, voortschrijdend inzicht. We kunnen nog steeds bijleren. Maar we gaan dat dan ook proberen vol te houden in een van de volgende webinars.
Ik dank jullie allemaal zeg maar, voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat jullie het allemaal interessant hebben gevonden. En indien dat zo is, si c'est le cas de figure, donc n'hésitez pas à remplir le questionnaire que vous allez recevoir directement après le webinaire. Et j'espère vous revoir très prochainement pour notre prochain webinaire sur la niet-corrosion donc du CSTC. Ik hoop jullie binnenkort allemaal terug te zien tijdens het volgende webinar over corrosie. De technische voorlichtingsnota 278 van het WCB, die we gaan toelichten. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne continuation de la journée, bon fin d'après-midi, prettige namiddag, prettige avond nog en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank.